comme le disait Daniel Cohen, il est assez simple de déterminer la fin d'un conflit lors d'un conflit entre États, et encore, parce que il y a de moins en moins souvent où les conflits entre États ne se terminent plus aujourd'hui par des traités de paix, mais par des espèces d'armistices, de trêves. On a l'un des derniers conflits tout de même interétatiques, le conflit entre l'Érythrée et l'Éthiopie il y a quelques années, il a mis beaucoup de... C'est vrai, les combats ont cessé, mais il s'est posé toute une série de problèmes qui référaient au DIH concernant les prisonniers, concernant effectivement les populations déplacées. Et le moment même de la fin du conflit n'a pas été évident à fixer. Mais pour les conflits armés internationaux, je crois qu'on le dit tous depuis qu'on a commencé cette discussion, c'est beaucoup plus délicat. Donc moi, je serais en réponse à la question favorable à une interprétation large et extensive de l'ensemble des textes de droit humanitaire, Convention de Genève et autres, dans les situations de conflit aujourd'hui, et particulièrement de conflits armés internationaux. Je ne vois pas pourquoi on cesserait de se référer au droit humanitaire dans ces crises complexes, dans ces crises qui perdurent, à partir du moment où on considère et si l'on considère que les règles de droit international humanitaire sont plus favorables pour les populations particulièrement, pour les victimes des conflits, que d'autres textes. Alors, mais quand même, l'historien de l'humanitaire que vous êtes, Philippe, comment voyez-vous, vous, ce que j'appelais tout à l'heure cette atomisation, c'est-à-dire le fait que les acteurs aujourd'hui sont multiples, souvent mouvants. Comment traite-t-on avec cela ? Par rapport aux acteurs des acteurs armés des conflits, les milices, la criminalisation en général des conflits. Est-ce que les outils sont bons ? Les outils sont toujours perfectibles. Anne vient d'expliquer concernant les mines antipersonnelles et les bombes à sous-munitions. Donc il ne faut jamais cesser l'effort de ce point de vue. La difficulté, c'est d'insérer dans le champ du respect du droit international humanitaire des acteurs qui ne sont pas des États, qui sont des groupes armés, des milices, dont la chaîne de commandement n'est pas toujours évidente, et puis dont les stratégies peuvent être des stratégies, dans certains cas, de violation délibérée des règles de droit humanitaire, et notamment d'exactions massives contre des populations civiles, dans une stratégie de terreur pour forcer des groupes de population à se déplacer. On connaît des cas où il y a, par exemple, des milices qui ont sciemment provoqué des ruptures d'approvisionnement pour provoquer des famines dans certaines zones. Donc, je crois qu'à la fois, il faut les amener effectivement à respecter, il y a de ce point de vue toute une série de mécanismes, on parlera peut-être tout à l'heure, les amener à respecter ou s'insérer en tout cas dans le champ des règles, mais face à cette atomisation, il faut aussi ne pas hésiter à se référer en matière de droit humanitaire à des règles finalement de poursuite, de lutte contre l'impunité et de répression, donc de poursuite judiciaire face à des auteurs d'atrocités. Je crois que c'est un élément qu'on néglige peut-être trop dans le dialogue à avoir aussi avec ces groupes. Daniel Cohen, c'est votre pain quotidien aujourd'hui, vous, d'être face à cette volatilité des acteurs. Oui, et c'est vrai qu'avec la question des groupes armés ou des acteurs non étatiques, comme on les appelle, on touche à quelque chose d'absolument fondamental. Et une des grandes forces finalement du DIH, c'est de rendre les groupes armés non étatiques responsables de leurs actes au regard du DIH dans une situation de conflit armé interne. Et il est extrêmement important que vraiment dans la phase aiguë des conflits, des hostilités, il puisse y avoir un dialogue avec ces groupes armés, que les ponts ne soient pas rompus, et que des organisations puissent rappeler à ces groupes armés le contenu de leurs obligations vis-à-vis de leurs ennemis, puis aussi vis-à-vis évidemment de la population civile. Et là, je veux dire, dans ce registre, le CICR fait vraiment tous les efforts possibles pour entretenir ce dialogue, qui est évidemment rendu difficile par tout un tas de facteurs, y compris
les simples conditions de sécurité et d'accès à ces groupes armés, évidemment, qui souvent pour mener leur lutte sont obligés finalement d'agir dans une certaine clandestinité. Annéry ? Oui, puisqu'on parlait des acteurs, des outils. Moi, je trouve quand même qu'en tant qu'ONG, et bon, les agences des Nations Unies sont souvent un peu dans le même cas, on est quand même très impuissant face à toute la violence qui peut perdurer après un conflit et qui est menée par différents groupes armés. Donc c'est vrai qu'il y a les règles du droit international humanitaire, on sait tous que c'est très difficile de les faire appliquer. Et en plus, la façon dont les acteurs, dont la réponse humanitaire s'organise ne facilite pas forcément en fait une protection réelle des populations contre ces violences. Moi, un exemple que j'ai en tête, par exemple, c'est le Sud Kivu, où on a décidé que la situation se normalisait au Sud Kivu, donc que les différents réfugiés dans les pays limitrophes devaient être rapatriés. Donc il y a quand même de gros moyens qui sont mis en œuvre pour le rapatriement de ces réfugiés, donc par les agences des Nations Unies, par l'ensemble de la communauté humanitaire. Le problème, c'est qu'évidemment, quand ces réfugiés arrivent au Sud Kivu, la situation là-bas, elle est loin d'être normalisée. Il y a encore beaucoup de violences, beaucoup de groupes armés. Et en fait, les populations qui étaient réfugiées depuis une dizaine d'années dans des camps, dans une situation quand même de relative sécurité, stabilité, se retrouvent dans une zone où en fait on se rend compte que les personnes qui, elles, n'ont pas fui pendant la guerre, elles sont dans un état de précarité extrême, soumises à la violence des groupes armés, en déplacement perpétuel, et en fait dans une situation insécuritaire et de violence permanente. Et moi, ce qui m'a frappée, en fait, c'est que vous avez la coordination des acteurs humanitaires, donc les gros moyens des agences des Nations Unies, assez peu de moyens finalement, donc des gros moyens qui sont donnés pour les rapatriés, aide aux rapatriés, mais assez peu de moyens finalement qui sont donnés sur place pour, on va dire, la reconstruction, la stabilisation. Et en fait, les populations civiles sont vraiment soumises à la violence de ces groupes armés. Les acteurs sont très impuissants parce qu'au final, ceux qui se retrouvent sur le terrain, auprès des populations, c'est souvent des petites organisations locales qui sont censées assurer la protection des populations. En fait, de protection, elles identifient les personnes qui ont subi des violences, elles enregistrent les plaintes pour les référer à d'autres acteurs qui, eux non plus, n'ont pas forcément les moyens de leur apporter une aide directe. Donc on se retrouve finalement dans des activités de protection qui visent surtout à identifier les problèmes des gens, mais qui, en fait, les moyens pour vraiment leur apporter une aide et une véritable protection ne sont pas là, puisque les problèmes viennent de groupes armés et ce n'est pas les acteurs humanitaires qui peuvent faire quoi que ce soit contre ces groupes armés. Vous êtes confronté à ça, bien sûr. Oui, évidemment. Et c'est vrai que ce type de situation, tu mentionnais le Sud Kivu en République démocratique du Congo, c'est vraiment le type même de contexte qui démontre que ça continue d'être très utile d'avoir des organisations qui mènent leurs actions de façon neutre et indépendante. Justement parce que c'est un contexte où la communauté internationale est très impliquée, où les Nations Unies ont déployé une mission intégrée, la MONUC, donc qui mêle une composante militaire qui peut être amenée à être impliquée de près ou de loin dans les hostilités, et également des composantes civiles plus humanitaires, mais évidemment qui n'est pas forcément perçue comme neutre par les groupes armés qui continuent à faire la guerre dans cette région. Donc là, évidemment, si on veut avoir un impact par rapport à ces groupes et par rapport aux populations qui vivent là où ces groupes agissent, il est extrêmement important de pouvoir développer une action qui soit réellement indépendante. Alors justement, on était sur le Kivu, mais est-ce qu'on peut faire une sorte de travaux pratiques, en quelque sorte, prendre un certain nombre de pays et essayer de voir, à travers vos exemples, et puis aussi à travers vos exemples à vous, publics, qui souvent avaient des missions dans ces pays-là, où est-ce qu'on en est sur ces frontières qu'on vient de montrer comme étant terriblement fluctuantes et changeantes. Prenons le cas de l'Irak, par exemple. Du point de vue CICR, quel est le statut aujourd'hui de l'Irak ? Le conflit en Irak est terminé ? Il continue ? Le DIH s'applique ? Il ne s'applique pas ? Qu'est-ce qui se passe en Irak ? On considérera que le DIH s'applique toujours en Irak du fait d'une situation de conflit armé non international qui a pris la suite du conflit armé international qui s'est déroulé en 2003. Donc là, clairement, oui, le DIH continue à s'appliquer.